Mais tu vois, là, elle est heureuse, là. Quand je vois cette photo, je l'entends rire, en fait. Tiens, regarde son mariage. Ouais. En 2006, ma sœur a mis fin à ses jours. Elle avait 46 ans. Elle est gaie, là. Enfin, Oui, oui. vivante et bonne Ouais. vivante. Elle aimait boire, elle aimait manger, elle aimait échanger, elle aimait partager. Oui. Mais vous êtes belles, là, toutes les deux, hein? Ouais, c'est vrai. Quel âge j'en avais? 23? C'est ça. Regarde encore là. En se suicidant, elle est devenue pour moi un mystère. C'est avec sa meilleure amie que j'explore les souvenirs qu'il nous reste. Toutes les élèves de la classe, on l'a regardée, on était hyper admiratifs de ta sœur. Ah oui. Quand on parlait d'un projet de classe, tout le monde se tournait vers Gisèle, forcément. Ah ouais, Ah bah oui. c'est marrant. Ah bah oui. C'est comme ça. Elle est chouette, cette photo, hein? Ouais. Ouais. Je sais pas où c'était, mais... C'est impensable. Et ça t'a surprise, toi, qu'elle pose ce geste? Je pouvais même pas l'imaginer. Je pouvais même pas l'imaginer. Si ce n'est qu'il y avait eu ces quelques phrases qu'elle m'avait dites quand j'étais passée la voir, où j'ai senti qu'il y avait une fissure, qu'il y avait il y avait une fissure en elle, quelque chose qui était cassé. Mais c'est ce que j'avais pas compris, c'était qu'elle s'était perdue en elle, quoi. Mm. Ouais. Et quand tu regardes cette photo, à 14-15 ans, Tu peux pas imaginer quelqu'un qui avait tellement de projets entre ses projets personnels avec ses enfants, tous les projets de voyage qu'elle avait, tout. Tu peux pas imaginer. si seulement on avait su, hein. Bon, savoir quoi? Savoir quoi, ça aurait changé quoi? Qu'est-ce que tu veux changer? Elle s'appelait Gisèle, mais pour tout le monde, c'était Titi. Elle était médecin, elle avait 5 enfants, et c'était ma grande sœur. Cette année-là, en 2006, elle a fait partie des 10 423 personnes qui se sont suicidées en France. Derrière cette statistique, il y a des familles, des proches, qui ont dû traverser l'enfer pour peu à peu revenir à la vie. Ce film est le fruit de 10 ans d'enquête, de questionnement, de rencontres, pour répondre à une question fondamentale: comment peut-on retrouver le goût de la vie après un tel cataclysme? Tiens, il y a Alice qui arrive. Mais qu'est-ce que tu as dans ton dos? C'est ma maison. Bonjour. Bonjour, Catherine. Alice. Oh là là, t'as pas fait des batchs 4K? Ouais. Salut. Paul. Pendant plusieurs mois, j'ai interviewé des endeuillés aux 4 coins de la France. Bienvenue. Certains ont perdu un enfant, un frère ou un compagnon. Bonjour. Contente de vous voir. Pour certains, c'était il y a un peu plus d'1 an. Pour d'autres, c'était il y a 5 ou 10 ans. Nos Parisiens. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir apporté le soleil. Au fil des entretiens, j'ai eu envie de les réunir le temps d'un week-end. L'occasion pour eux de partager leur vécu. Ouais. Donc l'idée, si vous voulez, après votre café, c'est que on vous montre vos chambres. Et puis après, c'est les garçons qui vont se mettre au travail pour faire le barbecue. Pendant que nous, on profitera de l'apéritif. C'est bon programme, ça, le matin me plaît bien. Pourquoi pas au feu de bois, à faire du feu avec les... Ah oui. c'est un peu... Vous voulez. Si chaque deuil est unique, il est possible d'établir des passerelles entre nos histoires. De la culpabilité à la colère, en passant par les questionnements obsessionnels, il y a bien des étapes avant d'entrevoir à nouveau la lumière. Au départ, chacune de nos histoires a commencé de la même manière, par un tremblement de terre effroyable, le jour où tout bascule, le jour où tout s'écroule.
Comme pour Elisabeth et Eric, parents de 4 enfants. Il y a 7 ans, ils ont perdu leur fille, Camille. Quelques heures avant de mourir, elle m'avait dit, on avait parlé d'une de ses amies qui devait déménager l'an prochain. Elle était très attachée, cette amie. Et puis Camille avait pour projet de partir 1 an aux États-Unis. Et puis elle m'avait dit, oh, bah, si j'y arrive pas à partir aux États-Unis, voilà, si mon ami s'en va, bah, j'ai plus qu'à me suicider. Et moi, bon, je dis, Camille, écoute, tu rigoles, quoi. Et vraiment, j'ai pris ça, pas à la rigolade, mais le suicide, autant on parlait de tout dans la famille, autant le suicide, on n'en parlait pas, non pas parce que c'était tabou, mais parce qu'il n'y avait pas de raison d'en parler. On n'était pas touchés, c'était des gens en détresse qui se suicidaient. Voilà comment je voyais les choses. Camille avait 15 ans. Elle était la 2e enfant d'une fratrie de 4. Elle aimait la musique et jouait de la flûte traversière. Elle adorait le ski, le roller et le patinage. Joyeuse, c'était une jeune fille souriante, mais aussi secrète à ses heures. Son suicide, il y a 7 ans, a pris tout le monde par surprise. Je dis à sa petite sœur de 4 ans, va un peu réveiller Camille, elle doit avoir du mal à se réveiller ce matin. Et puis Colline y va, et puis elle revient, elle me dit non, Camille, elle n'est pas là. Je vais quand même dans la chambre de Camille pour voir. Puis là, je vois son sac de classe, donc du coup, je me dis, oh, ça, c'est pas très normal. Et puis, je téléphone à une grande amie avec qui on est très connectés, et elle me dit en rigolant, va voir dans son placard. Parce que 10 jours avant, Camille s'était cachée dans son placard, alors que je la cherchais partout dans la maison. Bon, je dis arrête. Et puis, je retourne dans sa chambre, je vois ses lunettes sur son bureau. Du coup, je vais dans la salle de bain, elle avait des lentilles, et je vois les lentilles aussi. Et là mon cœur s'est commencé à battre, je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai un coup de fil ou des SMS d'Elisabeth me disant qu'on ne trouve pas Camille, qu'elle n'est pas dans sa chambre. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que je savais qu'il y avait quelque chose de très grave. Et puis ça a duré un quart d'heure, une demi-heure. Je m'en souviens parce que je préparais un entretien d'une personne avec qui je travaillais. Et j'arrivais pas à me concentrer. Et puis j'ouvre ce placard, je vois rien. Et puis je l'ouvre un peu plus parce que je sens que j'arrive pas. C'était un très grand placard, j'arrive pas à faire coulisser le placard. Et puis là, je vois Camille. Voilà. Donc là, je vois Camille qui s'est pendue. Donc là, l'esprit se déconnecte, quoi. C'est vraiment quelque chose. On perd pied, donc là c'est un hurlement que je serais incapable de refaire. Vraiment la louve qui hurle au sommet d'une montagne. Et je suis arrivé et là j'ai compris parce que j'ai vu les pompiers, le SAMU et la police. Donc pour moi, j'ai réalisé en marchant dans la rue que ma vie basculait. Voilà, et je me souviens être arrivé dans la maison et le médecin du SAMU ne voulait pas que je monte voir Camille dans sa chambre. Et je pense que j'ai été très direct ou directif. Il m'a dit « Ok, vous pouvez monter ». Voilà, donc je suis monté et j'ai vu Camille allongée, qui était... J'ai vu ce qui s'était passé et en fait, il y avait quelque chose de très calme. C'était très particulier. J'étais un peu dédoublé, c'est-à-dire qu'il y avait j'étais là et en même temps, je prenais conscience qu'il y avait tout basculé. Ouais, c'est vraiment le terme, tout basculé.
Le deuil après suicide, c'est clairement un deuil à part. On ne peut pas le comparer aux autres deuils. Il y a un vécu d'extrême insécurité. Je croyais que mon monde était sécure, posé, acquis. Et ce qui vient de se passer, ça balaye ça en quelques secondes. Et il y a une insécurité fondamentale qui est une des caractéristiques aussi de ce deuil. Une insécurité où on se dit « tout peut arriver du jour au lendemain ». Chaque suicide a son histoire particulière. Dans notre cas, c'était chronique d'un suicide annoncé, puisque Yoël avait annoncé son geste un an avant. Il a profité d'un repas qui nous réunissait, lui, sa maman, ses frères et mon fils, et il nous a dit, voilà, je tiens, comme ça, hein, très clairement, je tiens à vous dire que j'ai pris la décision. Il en parlait déjà avant, c'est-à-dire que pendant, je dirais, les 2 années qui ont précédé, on avait souvent des discussions familiales sur le thème « la vie ne vaut rien, la vie n'est que souffrance, et le seul remède absolu pour prévenir la souffrance, c'est la mort ». C'est imparable comme raisonnement, et il est rentré de plus en plus dans ce discours-là, et un jour, il nous a dit « voilà, je vous informe que j'ai pris la décision, je vais me suicider. Alors, je ne sais pas quand, je n'ai pas encore planifié mon geste, mais je veux que vous commenciez à vous préparer parce que ça va être difficile. Je sais que ça va être douloureux pour vous, et donc je vous préviens. » Voilà, et ça a commencé comme ça. Et ça, c'était 1 an, presque jour pour jour, avant qu'il mette cette menace à exécution. Dès son plus jeune âge, Yoël était un enfant curieux de tout et très attentif aux autres. D'une grande sensibilité, il préférait quitter sa chambre plutôt que de tuer le moustique qui l'empêchait de dormir. Il avait 22 ans et il était en 2e année d'école d'ingénieur quand il a mis fin à ses jours. C'était il y a 18 mois. On l'a découvert allongé sur le lit, dans la position de quelqu'un qui dormait, avec un visage très paisible. Il était dans une position, on aurait dit qu'il dormait vraiment paisiblement, avec 3 verres à côté de son lit. Donc moi, la première chose, j'ai ouvert le drap qu'il avait sur lui, j'ai commencé à le masser, à lui dire « Yoël, réveille-toi, Yoël, réveille-toi ». J'ai compris qu'il a pris quelque chose, un médicament ou quelque chose. Mon mari, avec son réflexe de médecin, tout de suite, il a touché pour voir si c'était possible de le sauver. Mais il était très, très blanc, comme la craie un peu, très, très blanc, donc c'était un peu choquant. Voilà, on l'a découvert comme ça. Je dirais que la première chose, le premier sentiment que j'ai ressenti, c'est d'une part le ciel qui nous tombe sur la tête, la catastrophe qui est arrivée, et puis cette catastrophe qu'on ne craint plus puisqu'elle est déjà arrivée. Pendant 1 an, c'était une angoisse permanente. On ne pouvait pas rester avec lui 24 heures sur 24, c'était pas humainement possible, puisque ce qu'il a fait, il aurait pu le faire n'importe quand. La nuit, dans sa chambre, on n'était pas là pour le surveiller en permanence. Donc c'était une année d'angoisse, et le fait que les choses arrivent, c'était irréel, incroyable, même si c'était quelque chose d'annoncé, et c'était la fin de l'angoisse. C'était une autre douleur qui commençait, ça c'est certain. Les Belges, ils mangent ça. Tiens, non mais pas ceux-là. Là. Et c'est un petit cube, hein? Oui, mais je fais des petits cubes. Un triangle, si tu veux. Se retrouver entre endeuillés, c'est l'occasion de souffler un peu, mais aussi d'apprendre de ceux qui sont plus avancés sur le chemin du deuil. Il y a des moments où on a l'impression qu'on est bien, que ça y est, on a bien avancé, Puis il y a d'autres moments, en espace de 1 heure, ou je sais pas, où hop, j'ai l'impression d'être revenue comme il y a 2 ans. Oui. Hein,
Ça déstabilise des fois quand même. C'est un bout de chemin. Oui, quand même. Au-delà du choc de départ, le suicide nous projette dans un monde presque parallèle, où plus rien ne fait sens. Jamais j'aurais imaginé qu'il me serait arrivé un truc pareil, quoi. Des fois, je me dis... C'est irréel. Oui, c'est tout à fait ça. La perte d'un enfant, c'est une chose, mais perdre dans ces circonstances-là, c'est elle qui a choisi de faire ça et qui s'est donné la mort. Pour moi, c'est un tsunami, c'est quelque chose qui chamboule tout, qui fait perdre tous les repères. Ça déstabilise tellement, on est totalement perdu, on sait plus rien, oui, c'est un vrai tremblement de terre, un tsunami, c'est tout en même temps. Aînée d'une famille de 3 enfants, Lucie était une jeune fille sensible, qui aimait la vie. Brillante à l'école, elle avait eu 20 sur 20 à son oral de français. Elle pratiquait l'équitation et adorait dessiner. Il y a 2 ans, elle s'est défenestrée, 7 jours après ses 20 ans. Je me souviens très très bien que j'arrivais pas à marcher, que tout mon corps était endolori, je sentais plus mon corps. J'ai eu après, dans les jours qui ont suivi, des éruptions de boutons. Enfin, j'étais vraiment très très mal physiquement. Totalement à la merci de tout ce qui se passait. Un bruit dans la rue, je faisais un sursaut. Je supportais plus les sirènes des ambulances, des pompiers. La cloche de l'église qui sonnait, c'est pareil. Tout m'angoissait, en fait, tout me stressait. Voilà. Donc j'avais un de mes fils qui me disait « Maman, j'ai mal au ventre ». Ça y est, pour moi, c'était un drame. J'arrivais plus rien à gérer. En fait, j'étais totalement à fleur de peau. C'est ça. La première semaine, c'est une semaine d'activité. C'est une semaine très intense parce que finalement, tout le monde appelle. Il y a tout un côté administratif à faire. Il faut appeler pour organiser les obsèques, pour prévenir tout le monde. Enfin, on est dans une espèce d'agitation. La maison est sans arrêt remplie. Il y a du monde qui passe. Donc on n'est pas seul cette semaine-là. Quand tout le monde est parti, on se retrouve avec le nouveau statut familial. On se retrouve seul physiquement. On n'est pas seul parce qu'il y a toujours des gens qui pensent à nous, mais il n'y a plus cette agitation des premiers jours. Et là, on se dit que ça ne va pas être possible. Et que le vide, il est trop grand. Et qu'on y arrive... Enfin, je parle pour moi, mais que j'y arriverai pas. Il y a 17 ans, Anne-Cécile a perdu l'un de ses 2 frères, Pierre-François. Pierre-François était un enfant curieux, mais à l'adolescence, il était devenu effacé, comme étranger au monde qui l'entourait. À l'âge de 18 ans, il s'est jeté sous un train. Et je suis retournée à la fac et j'ai moi-même fait une tentative 1 mois après. C'était trop dur. Alors, je voyais bien la peine que mes parents avaient, que moi j'avais, mais à ce moment-là, c'est tellement... Toutes tes cellules sont en souffrance, enfin, tout ton corps entier est en souffrance, tout ton mental est en souffrance et tu vois rien d'autre. Alors... Je pense que c'était pour dormir très longtemps. Mais je crois que c'était ça. Je voulais juste dormir, qu'on me foute la paix. Et je voulais plus penser à ça. Et je voulais me réveiller, me dire que mon frère était là et que c'était un mauvais moment que j'avais passé, que c'était vraiment un cauchemar qui se terminait en fait. J'ai passé une très grande période de sidération quand on a su que, quand on nous a appelés, enfin je sais pas, toutes mes émotions se sont arrêtées et ça a duré très longtemps. Je ne savais pas quoi c'était dû et puis je me suis dit ma fille vient de mourir quand même, j'ai le droit d'aller voir un psy. Donc je me suis donné permis de m'occuper de moi. Alors j'ai été voir quelqu'un pendant 1 an et je ne disais rien. Hein. Je parlais de la pluie, du beau temps, de mon travail, mais j'arrivais pas.
J'étais pas prête, je pense. J'étais tellement dans mon truc de sidération là, que j'étais pas capable de parler. C'était pas... Cassandre était fille unique. Elle aimait la dérision, non pas par sarcasme, mais pour faire rire. Elle avait une passion pour le dessin. D'un coup de crayon, elle savait raconter l'essentiel d'une personne ou d'une situation. À 32 ans, Cassandre s'est pendue. C'était il y a 9 ans. Je n'ai pas pleuré une seconde. Je consolais Paul. J'ai des Paul. Je crois que c'est ça qui m'a un petit peu... Quand je disais le pauvre homme, il a perdu sa fille, il doit être malheureux, et je pensais pas à moi. Je me dis, il faut que je l'aide. Donc, parce que lui, il était beaucoup plus... il était perdu. Enfin, moi aussi, peut-être, j'en sais rien. Mais je me disais, je peux pas ne pas l'aider. Donc, ça m'a aidé, moi. Immédiatement après la mort de Cassandre, j'ai écrit, moi. J'ai écrit 200-300 pages. Hein. J'ai écrit à ma fille, toutes les nuits, pendant 2 ans. Ça m'émeut. Je lui ai écrit. Enfin, j'ai écrit à ma fille. Et en même temps, je voulais tout me dire, moi, à moi. Qu'est-ce que j'ai, moi, envie de penser, de réfléchir, je veux que tout soit dit, je veux tout me dire. Et d'ailleurs, j'ai relu, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai les larmes aux yeux, je l'ai relu, je l'ai jamais relu, mais je l'ai relu là, avant qu'on se voit. Je l'ai relu et je me dis, oh là là, il était mal le bonhomme avant, hein. Il était mal. En fait, je voulais passer par le même chemin de mort que Camille, c'est-à-dire que je voulais me pendre. C'est-à-dire que c'était inconcevable pour moi de ne pas connaître cette souffrance qui me paraissait tellement dingue, quoi, de me dire, mais comment on peut avoir l'idée de se pendre? Et je disais souvent, mais je mourrai comme ça. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, je ne veux pas mourir autrement, quoi. Donc, mais c'est toute l'époque où on a besoin de tout se rattacher à son enfant continuellement. Donc ça veut dire que je mettais ses habits, j'écoutais sa musique, enfin j'avais 15 ans, quoi. Il fallait que j'ai 15 ans, quoi. Moi, j'ai eu l'impression, c'était pendant les premiers mois, d'avoir la double peine. Et je le dis au sens où j'avais ma douleur et il y avait Elisabeth qui pensait mourir à un moment donné. Donc moi, j'étais en « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» J'étais paniqué à l'idée qu'elle puisse mourir aussi. Là, on n'a plus vraiment de vie de couple, on se parle presque plus. Les seuls moments où on se parle en vie de couple, c'est quand on va chez le psychiatre, qui, une fois par semaine, nous permet de nous parler. Et puis, donc, un jour, le psychiatre, je lui ai dit, je veux me pendre, quoi. Voilà. Et là, donc, il a fait de l'EMDR, il s'est levé d'un coup, quoi. Il ne m'a pas expliqué ce qu'il allait faire, et il m'a fait donc une séance d'hypnose. Et il m'a dit, OK, allez-y, pendez-vous. Donc, il était là derrière moi, le psychiatre, puis il me faisait des claquements de doigts comme ça, il dit, allez-y, fermez les yeux, et puis pendez-vous. Et là, je commençais à bouger comme ça, et puis tout d'un coup, là, cette sensation de me pendre, quoi. Et suite à la séance, terminé, quoi. C'est-à-dire que le traumatisme de cette mort, cette violence, eh ben, c'est terminé, quoi. J'avais plus envie de me pendre. J'avais besoin d'imaginer ce qui s'était passé. D'imaginer, mais à quoi elle a pensé au dernier moment. Elle avait un casque, elle s'était mis un casque sur de la musique pour s'échapper, je suppose, au dernier moment, pour pas penser. Je sais pas. Mais donc
J'ai imaginé toutes les secondes quand elle est montée sur un tabouret. Elle avait pris une écharpe qu'on avait achetée avec elle au Sri Lanka. On l'avait emmenée là. Et c'était cette écharpe. C'était très bien fait. Elle ne pouvait pas se rater. Et il n'y avait que ça de différence entre le sol et ses pieds. Donc elle avait bien mesuré la petite branche à laquelle elle s'est pendue. Mais c'était un petit truc... ça aurait pu craquer, quoi, je ne sais pas. Mais quand on voit la branche, on se dit mais c'est pas possible. Et puis bon, j'ai imaginé ce qui s'est passé, comment elle a réagi. Enfin, et ça a été très. J'y pensais tout le temps. Et j'y pense encore. C'est toutes ces dernières minutes, quoi. J'essaie de les imaginer. Dans la quête du pourquoi, parfois, ça conduit à des choses très très extrêmes. On peut avoir tellement besoin de comprendre pourquoi que l'on va essayer de coller au maximum ce qu'il a vécu. Ce qui peut conduire, je me souviens d'une maman qui me disait s'être retrouvée avec dans la bouche le canon d'un revolver, le même revolver que son enfant avait utilisé pour se suicider, pour essayer de voir, se rapprocher au plus proche des sensations, lui dire mais à ce moment-là, il a pensé quoi? Qu'est-ce qu'on pense quand on est aussi proche? Et ça peut être parfois effrayant de se rendre compte qu'on est à deux doigts soi-même d'appuyer sur la gâchette. Mais là encore, c'est un besoin de qu'est-ce qu'il a pensé à ces derniers instants, quelle était l'intensité de sa souffrance à ce moment-là. Et c'est ça, le fait de repasser en boucle encore et encore ce qui a pu se passer dans la tête de la personne, c'est une souffrance sans cesse renouvelée. Et ce que j'essaie de dire à mes patients, c'est que cette souffrance-là, elle est survenue une seule fois dans l'esprit de la personne. Vous, quand vous y pensez 1000 fois, elle souffre 1000 fois. Et c'est insupportable. Revenez au fait que ça s'est passé une seule fois et que maintenant cette personne, elle est apaisée. Martin, c'était un peu ma vie, quoi. Après, c'était mon amoureux d'enfance, mais moi, j'avais 24 ans. Quand il est mort, tu penses au mariage, tu penses... on devait s'installer une semaine après dans une maison qu'on avait visitée. Tu penses aux enfants, évidemment, et tu penses à plein de choses. Lui, il avait fait des grandes études, il venait de trouver un boulot qu'il aimait, enfin, en tout cas, qui l'intéressait. Moi, je faisais aussi quelque chose que j'aimais, et moi, je vivais que par lui et que pour lui. On me retire ça, quoi. Et moi, je vis quoi? Je vis comment? Après, j'ai plus rien. Moi, j'avais plus rien, quoi. Martin était un excellent joueur de hockey. Mais ce qu'il préférait, c'était faire de la mécanique dans le garage de ses parents. Il jouait de la guitare, aimait la musique métal et le funk. Il avait brillamment réussi ses études aux arts et métiers. Au moment de sa mort, il y a 8 ans, il venait d'entrer dans la vie active. J'étais dans une incompréhension. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui est très dur dans un deuil après suicide, c'est toute l'incompréhension et toutes les questions qu'on se met à se poser de pourquoi il a fait ça, de pourquoi il nous en a pas parlé, le côté de l'injustice, de cette colère. Moi, j'ai été très en colère, mais pas contre Martin, contre la vie. Il fallait trouver pourquoi, parce qu'il y avait forcément une raison, quoi. Et puis on trouve, hein. Alors là, ah bah oui, c'était ça. Et puis on remonte à la petite enfance. Et alors avec Eric, c'est vraiment, ah bah oui, tu te souviens quand on lui a dit ça, et tu te souviens quand elle nous a dit ça. Et puis elle, ah oui, ce jour-là, elle a fait. Enfin voilà, donc on interprète tout. Et puis on va chercher dans tout ce qu'elle a vécu récemment, dans l'adolescence, voilà, des causes. C'est ces questions qui reviennent en boucle, en fait. J'ai l'impression, enfin, moi. Après, j'ai perdu ma grand-mère par maladie, j'ai perdu voilà, d'autres personnes dans des circonstances différentes. Et il n'y a pas tout ce questionnement lancinant qui revient sans arrêt. Et ça mine
moralement et physiquement. La quête de pourquoi, du comment, du pourquoi, est tellement obsédante que ça peut véritablement donner l'impression qu'on devient fou, qu'on perd la tête. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est normal. C'est complètement normal. Cette période de grande confusion fait partie du processus de deuil. Et même si les semaines, les mois qui suivent, tu dis mais pourquoi ce jour-là pourquoi comme ça? Enfin voilà, toutes ces questions-là. Je ne saurais jamais ce qui est passé dans sa tête à ce moment-là. Au moment où il a mis cette lettre sur le bureau de son ordinateur, au moment où il s'est enfermé dans le garage pour que sa mère ne vienne pas le chercher, parce que sa mère était dans la maison à ce moment-là, au moment où il a accroché la corde, tout ça, je ne saurais jamais. Cette recherche épuisante de si, de pourquoi, de comment, encore et encore et encore, fait qu'on arrive à un point où on se dit « j'explorais tout pendant des années et je me rends compte que je n'aurai jamais plus de réponse. Je n'aurai pas de réponse. » Et il y a quelque chose dans le vécu du deuil qui change à ce moment-là, où on se dit « ok, ça appartient, c'est dorénavant le mystère de cette personne-là. Elle est partie avec ce mystère-là, et moi j'accepte aujourd'hui, moi, de moi à moi, de renoncer à cette quête-là. » Nos retours à la vie ont pris des chemins divers, mais il y a un point sur lequel nous finissons toujours par nous retrouver. La culpabilité, cette compagne de l'ombre que nous essayons de comprendre pour mieux l'apprivoiser. On parle de la culpabilité des parents, oui, celle du conjoint, je ne sais pas si elle est plus terrible, entre guillemets, dans le sens où... On vit avec. Hein? Oui. Dans le sens où on vit avec. L'échelle du malheur, j'y crois pas du tout. Tu vois, je pense que... Le deuil d'un conjoint, c'est une problématique qui est complètement différente. Ouais, c'est pas du tout les mêmes questions, c'est pas les mêmes choses à gérer. Dans le deuil d'un conjoint, on peut imaginer qu'une reconstruction puisse aboutir à une situation où on arrive à mettre tout ça de côté, ce qu'on peut pas faire dans le deuil d'un enfant. La culpabilité est d'une fidélité rare. Elle envahit tout, elle tétanise les pensées et elle empêche de remonter à la surface les premiers mois, voire les premières années. Fabien, il avait appelé plusieurs heures auparavant et j'avais vu mon téléphone évidemment était sur silencieux. J'ai vu son appel que juste avant de refaire le chemin. Et j'ai même pas essayé de l'appeler. Je me suis dit bon de toute façon je rentre. Il me dira ce qu'il a à me dire. Et quand je suis arrivée, j'appelais un peu tout le monde à la cantonade. Là, j'étais rentrée par là. Et voilà, coucou, je rentre, etc. Ça va. Et donc Buran était descendu. Je dis Fabien est où? Il me dit il doit être dans le jardin. Et il est venu avec moi. Et voilà, on l'a découvert tous les deux. Fabien était un enfant dont on avait l'habitude de dire « Fabien, ça va bien », tellement il était facile. Petit, il aimait passer de longs moments à observer sa mère et sa grand-mère en train de cuisiner. Adolescent, il était discret, mais maniait l'humour pince sans rire avec beaucoup de subtilité. Le jour de sa mort, il venait d'apprendre qu'il ne serait pas admis à l'école d'architecture qu'il souhaitait faire. Il avait 20 ans, et c'était il y a 9 ans. Si je l'avais appelé plus tôt, si j'avais regardé mon téléphone plus tôt, si j'étais rentrée plus tôt, enfin voilà, tout ça. Avec de moins en moins, enfin voilà, ça s'estompait, mais il n'y avait quand même pas une journée qui passait sans que ça revienne. Pendant les 2 premières années, je pense que je ne pensais qu'à ça. Toute ma capacité de cerveau disponible
était sur ça. C'était obsessionnel, quoi, complètement. La culpabilité, c'est quelque chose qui m'a rongée, mais vraiment. Et qui, petit à petit, je l'ai apprivoisée. J'en ai beaucoup parlé avec le psychiatre qui me suit. Et petit à petit, les mois passant et tout, et là maintenant, je suis moins dans cette culpabilité, mais moi, c'était tout le temps, c'était obsessionnel chez moi, hein, tout le temps. Je n'arrêtais pas de me dire, là, quand tu lui as dit ça, c'est peut-être à cause de ça, j'ai essayé de trouver pourquoi, qu'est-ce que j'avais pas fait en fait. Et petit à petit, je me suis rendu compte, aussi en me documentant et tout ça, en regardant un petit peu. J'ai même acheté un livre sur la culpabilité, justement, pour voir, pour essayer de comprendre comment m'en sortir, en fait. La place de beau-père dans un deuil après suicide, c'est une place très particulière. Ma propre douleur ne peut pas s'exprimer plus fort que celle de sa mère, que celle de ses frères, que celle de sa tante, puisque moi je ne suis qu'une pièce rapportée. Si les gens les plus concernés, les plus proches, c'est-à-dire Sima, sa mère, fait preuve d'un courage et d'une force exceptionnelle, je ne peux pas faire moins non plus. Donc cette place de beau-père n'est pas facile, et en même temps, parce que je faisais partie de son univers de vie au quotidien, et parce que c'est un suicide, je n'échappe pas plus que les autres au problème de culpabilité. Quand on lâche la toute-puissance, on lâche la culpabilité. J'ai pas su faire, j'ai pas su dire verbalement, et pour moi c'est le plus important de pouvoir poser les mots, écrire sur ce cahier. J'ai l'impression que j'arrive à formuler ce que j'ai pas réussi à lui formuler verbalement. Et je pense que ça fait partie de mon travail de deuil. Mylène était l'aînée d'une fratrie de 3. Elle souffrait d'un manque de confiance en elle qui rendait ses échecs si difficiles à vivre. En quête de reconnaissance, elle se montrait généreuse et possessive. Courageuse, téméraire, elle était aussi très sensible et fragile. Elle a mis fin à ses jours 1 mois avant ses 30 ans. C'était il y a 2 ans. Je vis avec ça, et c'est mon fardeau, et je dois me l'approprier, je sais pas comment dire, l'apprivoiser. Ouais, c'est culpabilité. Et je sais que je vais vivre avec, et pour moi c'est normal. C'est normal. C'est pour ça quand on me dit mais non, t'es pas coupable, t'as fait ce qu'il fallait. Mais d'abord je pense vraiment que je suis coupable, j'en suis persuadée. Mais même s'il y avait une possibilité de trouver une solution pour ne plus l'être, ça va pas être possible pour moi. Je dois vivre avec cette culpabilité parce que c'est ma vie désormais. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est un lien avec Mylène aussi ? Peut-être, oui. Oui, c'est vrai. Oui, je ne l'avais pas encore analysé comme ça, mais oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai peur de tout ce qui peut m'éloigner de Mylène, tout ce qui peut faire qu'elle parte, que je l'oublie, Et donc ça en fait partie, oui, la culpabilité, oui. La culpabilité, je dirais, c'est vraiment le poison dans le vécu du deuil. C'est vraiment, s'il y avait un mot pour résumer le deuil après suicide, c'est vraiment culpabilité. Quand on ne trouve pas de raison à l'extérieur du pourquoi ce suicide, et qu'il n'y a pas de raison, eh bien on va se dire, s'il n'y a pas de raison extérieure, je suis la raison. Et on va se mettre au cœur de la décision de la personne. Clairement, avec des raccourcis parfois fréquents, je l'ai tué.
dans les groupes de parole que j'animais, ou que je co-animais, tous les parents qui étaient autour de moi disaient je suis coupable de ne pas avoir vu. J'ai vu, mais j'ai rien pu faire. Je les regarde et moi, je me dis, mais non. Quand je les vois, chacun me raconte sa vie et je me dis, mais ils ne sont pas coupables. C'est une évidence. Quand je les vois, un tel dit, je me suis occupé de mon fils, l'autre, je me suis occupé de ma fille. Enfin, ils ne me paraissent pas coupables. Donc, par effet miroir, je me dis, bon, mais s'ils me regardent de moi et qu'ils ont le même sentiment quand je raconte l'histoire de ma fille et de moi, je me dis peut-être qu'eux aussi, quand ils me regardent, ils se disent mais non, il n'est pas coupable. Donc je pense que nous avons tous ce sentiment de culpabilité, mais que je crois que nous ne sommes coupables de rien. On s'en détache petit à petit quand on comprend qu'on n'est pour rien dans le suicide de son enfant, que c'est vraiment un mystère qui lui appartient, que c'est bien présomptueux de dire qu'on y est pour quelque chose, et que voilà, on n'est pas tout dans la vie de ses enfants et que ils nous appartiennent pas, que voilà, je suis pas une mère toute puissante et heureusement. Et donc une fois qu'on a compris ça, voilà, la culpabilité elle commence à s'effriter. Et puis après, on se rend compte qu'on en a eu besoin parce que ça aide à faire le chemin de compréhension. Donc si on n'était pas coupable au début, ça veut dire qu'on n'avait pas ce lien aussi fort avec son enfant. Donc moi je pense que la culpabilité est très utile pendant un temps. Et voilà, après tout le chemin de compréhension du geste suicidaire fait qu'on s'en détache et que maintenant je m'en suis complètement détachée. Ouais. Se détacher de la culpabilité est une étape importante. Mais ce n'est pas pour autant la fin du chemin. Au fil du temps, on mesure combien notre rapport aux autres est profondément modifié. On découvre alors une nouvelle géographie affective et même familiale. Je me souviendrai toujours que j'en ai discuté avec d'autres frères et sœurs qui ont vu leur frère ou sœur suicider. On a senti comme une responsabilité, c'est-à-dire que les rôles s'inversaient maintenant. C'était à nous de prendre le rôle de prendre soin de nos parents. On sent aussi une responsabilité de tout faire bien dans les règles, comme il faut, et pas s'écarter du chemin pour pas les décevoir. Maxime était un jeune homme têtu et obstiné qui allait toujours au bout de ses idées. Autodidacte, il avait créé un site internet commercial qui marchait très bien. Quelque temps avant sa mort, il s'était mis en tête d'avoir un corps parfait. Il avait alors commencé à prendre des stéroïdes en très grande quantité. Un produit dont l'un des effets secondaires est d'engendrer des idées noires. Ce sont ces idées noires qui ont fini par le conduire au suicide il y a 4 ans, 5 jours après avoir fêté ses 22 ans. C'était énormément de tristesse. J'arrivais pas à pleurer, mais j'étais très triste. Et puis ça a commencé la colère tout de suite. J'étais très en colère qui nous ait trahis complètement, même s'il a laissé une lettre en nous disant qu'il nous aimait par-dessus tout, qu'on avait tout fait pour lui, mais que c'était pas de notre faute, qu'il nous déresponsabilisait. Et c'est vrai que je me suis sentie un peu trahie, ouais, et je lui en ai voulu, parce que notamment, lui et moi, on était très proches, et on se parlait de beaucoup de choses. Et ça, du coup, je me suis sentie doublement trahie de ce fait-là. D'un côté, je peux pas m'empêcher d'être en colère contre Maxime, même si j'ai un peu d'empathie à côté. Le suicide, c'est pas vouloir disparaître. C'est pas quitter ses parents, c'est pas quitter ses amis, c'est pas ça. C'est mettre fin à une douleur. C'est difficile à entendre les premiers temps, mais aujourd'hui j'en suis sûr. Et je pense que cette douleur, elle est
difficile à imaginer. Pendant plusieurs années, Paul ne pouvait plus aller dans sa maison de campagne. L'absence de Cassandre y était trop palpable. Et puis, c'est en recommençant à prendre soin de cette demeure qu'il a retrouvé peu à peu le goût de la vie. Pour d'autres, ce sont parfois des souvenirs qui permettent de se tourner vers le futur. Ça, c'est ma plus belle lettre d'amour. Et je me nourris de ça. Donc elle me l'a envoyée pour mes 50 ans, donc en avril 2006. Joyeux anniversaire, ma petite maman, avec 3 points d'exclamation. 50 ans et toujours si pimpante, si aimante. Comme je suis fière et heureuse d'être ta fille depuis 23 ans déjà. Tu en as fait du chemin depuis 50 ans. Jeune fille, tu t'es battue pour réussir tes études, elle le sait, et accéder à une vie meilleure. Avec papa, vous avez construit cette vie à deux, remplie de petits bonheurs. Et tu as eu 2 filles à qui tu as tout donné, tout ce que tu n'avais pas eu étant enfant. Je t'en suis très reconnaissante, maman, même si parfois je n'en ai pas l'air. Je suis consciente de la chance que j'ai, alors tout simplement, je t'aime, maman. Passe une merveilleuse journée pour tes 50 ans. Je t'embrasse très fort, Céline. C'est la plus belle lettre d'amour que j'ai reçue. Et c'est comme si, déjà, elle essayait de me dire, ma petite maman, et c'est ça qui me permet aussi de me reconstruire, même si tu n'as vécu avec moi que 23 ans, enfin, elle était dans sa 23e année, c'est beau ce que tu as fait. Céline était une jeune fille dynamique qui aimait le ski, chanter et peindre. Elle était curieuse des autres et proche de sa sœur Sandrine. Mais à l'adolescence, des nuages sont venus obscurcir son quotidien. C'étaient les prémices de ses troubles bipolaires. L'année de ses 23 ans, Céline s'est défenestrée. C'était il y a 10 ans. Donc voilà, je suis quand même si j'ai pas réussi à la retenir, elle est partie avec mon capital amour. Donc voilà, je suis plus aussi sévère avec moi-même. Et ensuite, voilà, on a commencé à bouger, à voyager. Les week-ends, on est retourné au travail, où aussi bien Janine que moi, on a été très bien accueillis, soutenus, avec toutes ces personnes de notre environnement et qui ont été touchées par notre histoire, famille, amis, collègues de travail devenus amis. Il y a un filet de sécurité, des bouées de sauvetage qui se sont manifestés et qui nous ont proposé de nous accrocher. Et puis, voilà, on est reparti d'une bouée à l'autre pour reprendre pied. Voilà, ça a certainement beaucoup contribué à nous laisser en vie et à nous donner l'envie de continuer. Une semaine après, je ne savais plus courir. Je n'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre. Le sol, c'était... J'ai jamais eu cette sensation. C'est-à-dire que c'était extrêmement difficile de courir. Et en fait, de courir à nouveau m'a remis en marche. Je crois que ça n'a pas du tout été une drogue, parce que ce n'était pas démesuré, mais ça m'a permis de me remettre en marche. Et ces footings me permettaient, alors que je pouvais avoir des douleurs partout dans le corps et tout ça, de me reconnecter avec le sol, avec la nature. Voilà. Ça a été très fort. J'ai dit
grosses yeux. Et voilà. Dès lors où, un mois après le départ de Mylène, je me suis dit, bon, alors, ou je reste sous la couette, ou je redémarre. Alors, de redémarrer, c'était reprendre le sport. À l'envers aussi, c'est bien. Et puis, quelques mois après, ma fille, ma petite, m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et là, bouleversement. Et à la fois, je me suis dit, ben voilà, c'est ça la vie, quoi. Il faut continuer, pour mes enfants, que je pensais qu'ils n'avaient plus besoin de moi, mais en fait, là, avec une petite fille, bah si, ça nous pousse. Ils ont forcément encore besoin de nous. Oui, tu fais le clown. En ne croyant pas grand-chose, je me disais, est-ce que c'est un don du ciel? Est-ce que c'est Mylène qui nous l'envoie? Oui. Pour Rosine, le retour à la vie s'est fait grâce au dessin de sa fille. Quand on a découvert ces carnets, ça a été vraiment... on dit, mais c'est incroyable le trésor qu'elle nous laisse. J'ai scanné tous ces dessins. Je me dis, je veux le partager. Ça a duré 1 an hein, à faire, mais j'étais avec elle, quoi. J'étais avec elle et je découvrais ses dessins, je les ai regardés par... C'était... Enfin, ça m'a fait du bien. Suite à la mort de Cassandre, Rosine n'avait plus réussi à peindre ni à dessiner. J'ai repris, j'ai fait 3 traits de crayon. Hein. Mais j'y repense comme avant, parce que je pensais qu'à ça avant. Hein. Mais ça commence à revenir, mais je ne force pas, je laisse venir. J'essaie vraiment de retrouver des passions qui sont éteintes. C'est des trucs que j'ai pas. Bon, c'est encore, je suis plus toute jeune, mais bon, il y a encore le temps de profiter de ces moments pour exister, quoi. Le repas de Noël qui était juste une horreur, parce que mon frère est décédé début décembre. Il était pour nous impossible de se réunir à 4. Donc mon père, en fait, invitait tous les nécessiteux du coin. Donc c'est-à-dire qu'à table, on avait forcément un monsieur qui était tout seul, qui n'avait pas de famille, ou alors un couple dont les enfants venaient pas les voir. Et donc on avait toujours des gens à table avec nous, mais on n'était jamais tous les 4, en fait. Et jusqu'au jour où j'ai dit, bah, moi, je voudrais qu'on soit tous les 4 cette année, parce que j'ai envie qu'on voit notre famille à 4. Et en fait, on s'est dit beaucoup de choses qu'on ne s'était jamais dites. Et donc oui, ça a été quelque chose, pour moi, qui m'a réellement enrichi et qui m'a permis de retrouver des forces pour aller de l'avant. Mais quelques années après sa remise en marche, Jean Gaëtan, le deuxième frère d'Anne-Cécile, va à son tour mettre fin à ses jours et se jeter d'une falaise. Il avait 32 ans, c'était il y a 15 mois. Tout le monde disait, mais ils ont déjà vécu un suicide, comment ils peuvent faire pour survivre au deuxième? Le premier, je l'ai vécu dans le déni, donc j'en parlais pas. Et cette fois-ci, j'ai décidé de me confronter réellement à mon deuil et de vivre mon deuil en conscience. Accueillir la tristesse, accueillir l'incompréhension, accueillir la culpabilité, accueillir vraiment toutes ces émotions-là et les vivre en sachant qu'elles me faisaient du mal. Mais je savais que le non-dit et le déni étaient encore pire que ce que j'étais en train de vivre. Je dis pas que je suis pas triste encore par moments, je dis pas que il n'y a pas des moments de découragement, il n'y a pas des journées où j'ai pas envie de me lever, mais j'ai réussi à passer au-delà et à transcender, je pense, ce deuil.
Ce qui m'a permis de continuer à avancer, c'était aussi d'être dans un ensemble, de rencontrer des gens qu'il n'avait jamais connus. Du coup, des gens qui ne me connaissaient pas avant, parce que t'as tout de suite ce statut de... veuve, peut-être pas, mais en tout cas d'endeuillée, de suicidée. Auprès des gens qui te connaissent. Et donc les gens, soit ils ont peur, soit ils sont dans une hyper-empathie insupportable, larmoyante. Mais en tout cas, tu t'as changé de statut aux yeux de tous ces gens-là. Sans arrêt, moi, on me dit « Ah oui, mais pour tes parents, qu'est-ce que ça doit être horrible ?» Oui, c'est très dur pour eux. Je reconnais que pour eux, c'est dur. Mais moi, en tant que grande sœur, en tant que sœur, c'est aussi très difficile. J'imagine que quand on a voulu un enfant, oui, c'est difficile. Mais moi, en tant que sœur, c'est la phrase qui me... Beaucoup de personnes se sont éloignées, notamment moi j'ai vu des amis s'éloigner de moi sans comprendre la raison. Et comme si... Enfin, moi j'ai vraiment eu le sentiment que le fait que mon frère soit suicidé, ça a écarté certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi. Et donc je l'ai aussi mal vécu parce que je me suis sentie... Enfin, c'était vraiment un tabou. Alors que moi, j'avais pas spécialement de mal à en parler encore aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est très... faut que ça reste secret. On le sent... Enfin, moi, je le ressens très fort de cette façon-là. On fait peur. Alors, les parents endeuillés font peur. Maintenant, le suicide fait peur. Le tabou du suicide, parce que c'est un tabou, est énorme, énorme. Ça se traduit que, d'abord, on parle par ellipse, parfois. C'est-à-dire que, oui, il a disparu, il a mis fin à ses jours, voilà. Moi, je dis, ma fille s'est pendue. Voilà, c'est comme ça. C'est pas en vivant dans le déni qu'on avance. Au début, j'avais du mal avec ces mots. Mais petit à petit, j'ai essayé de m'habituer et je pense que surtout par rapport au mot suicide, c'est quelque chose que j'emploie. Si on me dit « il était malade », je dis « il s'est suicidé ». Parce que je pense que c'est important de sortir de ce tabou qu'il y a dans la société et il faut être conscient des problèmes pour les traiter, il faut les accepter même si c'est difficile. C'est comme ça qu'on avance. Est-ce qu'il y en a qui ne mangent pas du chocolat? Les réunions entre endeuillés, qu'elles durent un week-end ou quelques heures, sont des bouées de sauvetage qui permettent à beaucoup d'entre nous de ne pas perdre pied. C'est vrai que j'ai du mal à parler avec les gens autour, c'est difficile. Parce qu'en famille, c'est très compliqué. Les gens n'osent pas me parler parce qu'ils ont peur de me faire de la peine. Et c'est dans le groupe de parole que j'ai vu que c'était normal, et toutes les choses, les réactions que j'ai pu avoir, que c'était normal, que j'étais pas folle ou que j'allais pas devenir folle, que j'allais m'en sortir. En voyant ceux dont ça fait plus longtemps, comme par exemple Paul, je me suis dit, je peux y avancer, je peux y arriver. Bon, Anne-Cécile, avec pour ton plus grand plaisir. Pour continuer, c'était important là, pour moi de rencontrer des endeuillés par suicide, parce que je suis dans une association, mais c'est des endeuillés par mort naturelle ou par accident. Et la problématique du suicide rajoute la question de la culpabilité, le questionnement permanent. Et voilà. Donc la parole m'aide beaucoup. Mais la grosse différence dans les groupes de parole comme ceux-là, c'est que dans ce qu'on entend, et dans ce qu'on dit, on sait que l'autre est capable de lire entre les lignes, alors que au milieu de gens qui ne connaissent pas cette expérience et qui sont prêts à avoir la plus grande compassion possible, il y a des choses qui ne sont absolument pas compréhensibles, qui ne passent pas. Et je dirais que nous, on a cette capacité d'entendre entre les mots et de lire entre les lignes, qui fait que, quelque part, c'est reposant, parce qu'on exprime beaucoup avec peu de mots. Est-ce que je connais ou est-ce que vous connaissez un groupe dans lequel, comme ça, on fait un tour de table et on va être tous capables d'aller chercher des émotions aussi fortes? Moi, je ne connais pas. Même avec des amis de 40 ans. Je partage avec vous, j'entends des propos et j'en dis des propos que je n'ai peut-être pas dit à des amis de 40 ans. On connaît ce qu'il y a derrière l'éventuel masque
qu'on a dans une société. Quoi. Voilà, et on est donc, tout de suite dans l'essentiel. On rentre immédiatement dans l'essentiel. Quand on est autour de la table et qu'on parle de ça, on est tous pareils. On est un peu tout nus, en fait. Non, mais c'est la réalité. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un week-end naturiste. J'ai un peu peur. La table étant déjà. Parfois, on se demande, mais à quoi ça sert de parler encore et encore, de raconter mes émotions encore et encore, de dire ma culpabilité encore et encore. Ça sert à rien, c'est inutile. En fait, on se rend compte que le fait de raconter encore et encore et encore les mêmes choses, ça dégonfle progressivement la charge émotionnelle autour de ce qu'on raconte. Je pensais que j'étais mort, définitivement mort, après la mort de ma fille. Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est fini. Ma vie est finie, je vais attendre ma propre disparition, et puis c'est fini. Et puis finalement, je me suis aperçu que en rencontrant d'autres parents, petit à petit, avec le temps, je devenais non plus le parent endeuillé depuis 1 mois, depuis 6 mois, depuis 1 an, mais de parents endeuillés depuis 3 ans, 4 ans et tout. Donc, je montrais, oui, par ma simple présence, on pouvait vivre même 4 ans après, quoi. Donc, je me suis rendu compte que finalement, ceux qui étaient endeuillés depuis 1 mois, 6 mois, 1 an, qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils venaient voir des parents qui étaient endeuillés depuis plus longtemps en se disant, mais comment ils font? Moi, j'y arrive pas. Comme moi, je m'étais dit, j'y arriverai pas. Et donc, ce rôle de maillon, de chaîne, il est fantastique. Il est fantastique. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, finalement, c'est vrai, quoi. Je suis toujours là. Il y a des moments où je tombe. Mais après, je me relève. Quand tu es tombé, une fois que tu es tombé, tu peux pas, je veux dire, il faut une fois que tu es complètement en bas, tu n'as qu'une possibilité, c'est de monter. Mais j'accepte de tomber. J'accepte de pleurer. Après, j'essuie mes larmes et j'avance. Il faut accepter cette douleur, cette absence. C'est à l'auteur de l'amour qu'on avait pour la personne et qui sera toujours là. Alors Gilles te dirait, s'il était là, que j'ai toujours été un peu sœur Teresa. C'est peut-être un peu vrai, mais le fait... En fait, quand tu aides les autres, tu t'aides toi-même. Hein. Ce que tu donnes... En fait, quand tu donnes, c'est pas unilatéral. Moi, ça me fait un bien fou de donner. Ça me donne l'autorisation de continuer. Je me dis que ma vie sert à quelque chose quand même. Parce que je me suis posé la question quand même. Hein. Toute la difficulté dans cette démarche de deuil, c'est d'arriver à mettre la cicatrice à une place, à un endroit, elle disparaîtra jamais, qui est vivable, acceptable, et qui ne va pas prendre le pas sur le reste de toute ta vie, la tienne, celle que tu vis pour les autres, dans quelque environnement que ce soit, social, familial, professionnel, amical, mais qui va nous permettre de continuer à penser à elle, y compris positivement, y compris dans les bons moments de tout ce qu'on a pu vivre, et donc que ce soit acceptable et gérable. En début d'année, là, je me sentais encore un peu ballottée. Et à mon groupe de parole, j'ai donné l'image que je me sentais encore sur mon radeau. Alors, c'était plus un tsunami où j'arrivais plus à respirer, où j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. C'est pas ça, c'était... je suis sur mon radeau, il y a encore des vagues quand même qui me bousculent, qui me bouleversent encore. Mais je sais qu'il y a une accalmie derrière. Et je suis sur mon radeau, et ce radeau, c'est quand même ma force, et c'est mes frères. Et je pense à eux et ils me poussent. Ils me poussent. J'ai vraiment... Cette année, j'ai fait des choses que j'aurais jamais faites. Je me suis réellement fait confiance et c'est grâce à eux tout ça. Si l'on arrive à survivre à l'enfer, peu à peu,
le goût de l'existence revient. Mais quel gamin! Alors, sur chaque carte est écrit le nom d'une personnalité. Une personne de chaque équipe va venir à son tour, on va dire ici. Non, là où il est, là où il est. Oh, ça commence, mon Dieu. J'ai vraiment la sensation d'une renaissance. Voilà, et cette renaissance, elle est très forte parce qu'elle est vraiment choisie. C'est même plus fort qu'une naissance qu'on ne choisit pas. Mais que vraiment, là, on se dit, OK, j'ai vécu cette douleur de cette séparation, mais maintenant je me suis différenciée de Camille. C'est plus, on fait plus une seule et même personne. Je porte plus ses habits, j'écoute plus sa musique. Moi, j'ai des choix musicaux à part. Maintenant, je peux dire beaucoup plus. Je suis heureuse, quoi. Je suis heureuse de vivre ce moment-là. Je suis heureuse d'être avec toi. Je suis heureuse de voir ce spectacle. Enfin, chaque moment a une valeur inestimable. La vie après, 7 ans plus tard, pour moi, c'est une vie belle, une vie que j'aime, une vie que j'embrasse. Je me disais, mais jamais j'aimerais un morceau de musique, un coucher de soleil, quelque chose d'agréable. Je ressentirais rien d'agréable. Je me disais, c'est impossible. Et aujourd'hui, je peux dire, mais oui, c'est possible. Et c'est presque possible plus qu'avant. Parce qu'on sait la valeur que les choses ont, de la rencontre, de l'amitié, de beaucoup de choses. Donc oui, c'est possible. Je n'hésite plus maintenant à dire, ou plutôt je le fais beaucoup plus facilement et plus rapidement, à dire aux gens que j'apprécie, aux gens que j'aime, que je les apprécie, que je les aime. Le chant de ruine, à un moment donné, tu as des petites pierres précieuses sur le chemin, des petites pierres que tu cueilles, et puis sous la petite pierre, peut-être qu'il y a une petite pousse, et puis qu'il y a une petite fleur qui va grandir. Et puis tu en as une, puis tu en as une deuxième, et puis un jour, tu te rends compte qu'il y en a quelques-unes, et puis qu'elles sont belles. C'est un peu ça. Je commence à reprendre et je commence à sourire de nouveau. C'était étonnant pour moi de sourire. Mais il faut s'entraîner. C'est un entraînement. Ça paraît très artificiel au départ, mais je commence à m'y faire. Il faut y aller, quoi. Et puis on se découvre une force qu'on ne soupçonnait pas. C'est impressionnant. Alors je dis pas que c'est facile, mais il y a quelque chose qui nous booste. Alors au début c'est une colère quand même, une colère, se dire moi je vais réussir ce que Mylène n'a pas réussi. Pour elle je vais y arriver, quoi. Il faut que j'avance. Je vais leur faire voir que on peut vivre. Et puis après on s'aperçoit que y a encore des choses à vivre pour soi, pour les autres. Et c'est étonnant la force qu'on peut avoir en soi et qu'on découvre à ces moments-là. J'ai beaucoup vieilli, physiquement et tout ça. Je pense que oui, ça m'a bien affaibli, mais ça m'a fait énormément grandir. Et aujourd'hui, du coup, j'appréhende la mort d'une manière différente. J'ai moins peur de ça. Je pense pas pouvoir vivre une épreuve plus difficile que celle-ci. Donc du coup, je sais que maintenant, plus rien ne me fera jamais peur. Il faut toujours garder à l'idée qu'on peut aller mieux. Et qu'on va aller mieux. Et que à chaque jour suffit sa peine dans les premiers temps. À chaque heure suffit sa peine. Il n'y a pas de petite victoire, quoi. Et qu'il faut... puis merde, faut être fier de nous, quoi. Ce film, c'est un engagement pour moi. Je pense que c'est important de le faire. Et aussi, ça m'engage par rapport à la vie. C'est un truc supplémentaire que je rajoute pour ma vie, pour la vie qui va venir. Je m'engage à rester en vie.
Alors, policier, imperméable. Colombo. Bravo. Cheval. République. C'est un dragon pour les petits enfants, un dessin animé, je crois. C'est bleu. C'est jaune. Non, bleu, bleu. Oui, c'est ça, c'est jaune, il est jaune. C'est un nom. Je connais pas. C'est un prénom de papy. Donc, une star. C'est à eux que tu parles. Vieille. Il est déjà passé celui-là. C'est normal. Né.